Je viens d'écouter un tout petit morceau d'une émission sur France Culture sur l'homme nouveau, etc. Il est actuellement minuit. Nous sommes à la veille, nous sommes minuit, à 0 heure du mardi 8 mars 2016. Oui. Et justement, j'étais en train de parler dans une précédente vidéo, assez courte d'ailleurs, de, de ce qui distinguait l'homme de la femme. Et finalement, je m'aperçois qu'il y a un malentendu. Parce que on nous dit, par exemple, que les hommes ont changé, mais, ou que les femmes ont changé. Mais est-ce qu'on s'intéresse aux vraies différences? Ce qu'on peut dire, par exemple, c'est que certains clichés concernant les hommes et les femmes sont remis en question. Et ça ne veut pas dire du tout que les hommes et les femmes aient changé, ou qu'ils soient pareils, ou qu'ils se rejoignent. Et quand bien même se rejoindraient-ils sur certains points, que ça ne prouverait strictement rien. Il est normal que vivant dans un même monde, il y ait des similitudes, parlant une même langue, c'est-à-dire qu'il est normal que les femmes, notamment, par bien des côtés d'ailleurs, imitent les hommes. Et tout ça, ça crée une brouillage. C'est comme si vous aviez deux animaux qui s'imitaient mutuellement, ou dont un imite l'autre, des caméléons. Est-ce que les femmes ne sont pas quelque part des caméléons? Donc, l'observation demande beaucoup plus de rigueur et de prudence. Et je crois que malheureusement, les gens qui veulent prouver trop vite quelque chose se contentent d'apparence, sinon de simulacre. Donc, moi, j'entends ce genre de propos sur le fait que les hommes sont plus ceci, sont plus cela, mais c'est des propos qui émanent de gens qui ne savent même pas, qui ne sont même pas capables de définir de façon satisfaisante ce qui fait l'essentiel de la différence entre les hommes et les femmes, et non pas ce qui a pu être dit à un moment donné au niveau des images d'Épinal sur les hommes et les femmes, ce qui n'a qu'une valeur très relative. C'est pour ça que j'essaye, dans mon travail d'écriture et d'émission, d'apporter des repères qui manquent terriblement au débat. Et c'est pour ça que j'ai pensé, par exemple, à ce mythe de la caverne de Platon, qui me paraît révéler l'existence de deux humanités très différentes, l'une qui aurait été confinée dans l'obscurité, et qui aurait donc développé des sens en rapport avec cette obscurité, un peu comme ceux de l'aveugle en quelque sorte, et l'autre qui aurait été beaucoup plus ouverte au monde extérieur, pour des raisons que je ne sais pas, peut-être liées au milieu, pour être liées au milieu de la faune, au milieu de la flore, peu importe, le résultat est là. Et ce qui est étonnant, c'est que les hommes et les femmes seraient les héritiers de ce clivage évolutif, complètement différent, à partir d'une même souche, ou peut-être pas, je ne sais pas. Vous savez, il faut pas se. C'est pas la question des origines qui empêche d'avancer sur la réflexion sur un phénomène qu'on peut observer aujourd'hui, même si ça peut être utile. Et puis, ce ne sont que des hypothèses à un certain niveau. Ce qui nous importe, c'est de constater le rapport, par exemple, des femmes au langage. Pourquoi au langage? Parce que tout simplement, on en a parlé 100 fois, mais je reviens là-dessus. Dans la caverne, on parle beaucoup. On parle pour donner signe de vie, pour montrer qu'on est là. Quand on est dans un monde visuel, on parle moins. En tout cas, on ne parle pas pour les mêmes raisons. On n'a pas les mêmes motivations à prendre la parole. La parole n'a pas la même fonction. Alors, je voudrais parler de la fonction de la parole dans le monde des hommes et dans le monde des femmes. Alors, la fonction de la parole dans le monde des femmes, c'est une fonction, je dirais, sémiologique. C'est-à-dire, il faut à la fois donner signe de vie, à la fois montrer qu'on est favorable, qu'on est amical, ou au contraire qu'on est en colère. Ça exprime des états d'âme
et des états psychologiques. Donc c'est une parole qui est très primitive, très primaire. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de contenu. Elle n'a pas de contenu véritablement, et on pourrait presque dire que la langue n'a pas d'importance. On peut dire des choses en chinois, en russe, en français. Le ton est déjà là, de toute façon. Donc c'est une parole, je dirais presque musicale, où l'on exprime des sentiments, mais on ne formule pas véritablement un raisonnement, on n'articule pas une réflexion, on exprime un état d'esprit, un état d'âme, par le rire. Il faut, dans les pays africains, on aime beaucoup rire, parce que le rire, ça donne. C'est quelque chose qui appartiendra au monde de la caverne. Le rire, ça crée une atmosphère, ça montre une disposition, ça montre une communion avec l'autre. Mais c'est tout. C'est pas intellectuel. La parole féminine n'est pas une parole intellectuelle, dans son essence. En revanche, la parole masculine, elle, a une toute autre fonction. Elle ne peut pas avoir la fonction de communication au sens de faire acte de présence, puisque on a un visuel, puisque la parole masculine, elle se situe hors de la caverne. Donc le visuel, si je suis en face de quelqu'un, je n'ai pas tout le temps besoin de lui dire je suis là, je suis là, je suis là, puisqu'il me voit. Par contre, si je suis dans l'obscurité, il faut effectivement régulièrement donner signe de vie, montrer qu'on est là, montrer qu'on est bien disposé, montrer qu'on ressent certaines choses, etc. C'est pas le même, ce ne sont pas les mêmes enjeux. Donc la parole de l'homme, elle est un plus en quelque sorte. C'est-à-dire elle a vocation à exprimer une pensée, à transmettre une réflexion de façon beaucoup plus articulée, beaucoup plus fine sur le plan du langage que la parole féminine. Ce qui explique effectivement d'une certaine manière que dans certains domaines, les femmes n'ont pas accès par le langage à ce que j'appellerais le champ de la science. Le champ de la science, le champ de la pensée. Parce que leur rapport au langage, il est dévoyé par autre chose, par d'autres enjeux, plus immédiats. Et effectivement, on peut penser que l'invention du feu, par exemple, a pu se faire plutôt dans les cavernes qu'à l'extérieur, puisqu'à l'extérieur, on avait le soleil, on avait le jour. Et donc, peut-être que le feu, c'est quelque chose qui, qui permet de s'entrevoir comme ça. Je sais pas, quand on est dans un lieu obscur, il y a un foyer, alors il y a un peu de lumière comme ça. C'est le feu, c'est ce que Platon appellerait les ombres. Ça crée de l'ombre. Et on voit des ombres, donc on ne voit pas les choses très nettement. Bon. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que ça c'est un point fondamental. Alors, tout ce qu'on peut dire sur l'androgyna des hommes, sur le fait qu'ils sont gentils ou pas gentils, etc., bon, il est clair que si un homme veut communiquer par la parole avec une femme, il va évidemment, euh, il a le choix, soit à parler en tant qu'homme, c'est-à-dire à tenir des discours et à essayer de discuter avec cette femme, soit d'échanger des paroles agréables, des poèmes. Parce que le poème, finalement, c'est quelque chose de très féminin, le poème. C'est à la fois de la parole, mais en fin de compte, on ne sait pas très bien ce qui est dit. C'est une espèce de dévoyance de la parole, de dévoiement de la parole. Donc on écrit des poèmes, comme Ronsard, comme Cyrano de Bergerac, etc. Et, mais finalement, ça ne prouve rien. Ça prouve simplement que l'on parle le langage de l'autre. L'homme est capable de parler le langage de la femme, il peut parler doucement, gentiment, il peut faire l'amour avec elle, il peut avoir un rapport très sensuel avec elle, mais ce n'est pas ce qu'il est. C'est sa capacité à être en empathie avec l'autre. De la même façon, la femme peut effectivement
tenir des propos, faire des communications, des conférences, dans un style très masculin, mais ce n'est pas ce qu'elle est. Chacun